Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui est à la fois passionnant et en même temps assez complexe, parce que on entend beaucoup de choses sur l'ego, particulièrement, mais je suis pas sûr que tout le monde maîtrise bien le sujet, et moi le premier, parce que c'est quand même quelque chose qui nous ramène à beaucoup de subtilité, et, et quand on n'a pas véritablement expérimenté et qu'on récite des leçons parce qu'on a entendu des podcasts, parce qu'on a lu des bouquins, etc., je crois qu'on a plus de chances de se tromper que d'être proche d'une forme de vérité. Alors, moi, du coup, je vais vous donner mon interprétation qui a beaucoup évolué au fil du temps à travers les expériences que j'ai essayé de mener sur moi-même, mais également en observant les personnes que j'accompagne. Et petit à petit, ça m'a permis d'avoir une vision qui me paraît plus juste de la compréhension de ce qu'est l'ego et de comment on doit arriver à vivre avec un ego qu'on va qualifier de sain. La première chose que j'aimerais dire, c'est que quasiment toutes nos relations que nous vivons sont pour moi des relations d'intérêt. C'est-à-dire que pour moi, la relation d'amitié n'existe pas, c'est une relation d'intérêt. On vient chercher quelque chose dans cette relation. L'autre vient chercher également quelque chose. Et puis, tant qu'on est en capacité de s'apporter l'un et l'autre ce que l'on a besoin, la relation va vivre. Le jour où c'est plus le cas, ça va se terminer de façon violente, de façon sage, suivant les relations. C'est exactement pareil pour les relations professionnelles. On vient chercher quelque chose, l'autre nous propose quelque chose, recherche quelque chose en nous, etc. On est véritablement dans une relation d'intérêt. Tant que le match peut exister parce qu'on s'apporte mutuellement ce qu'on a besoin, la relation peut vivre. Le jour où on s'apporte plus que l'on a besoin, la relation va se terminer, encore une fois, de façon pacifique ou au contraire de façon violente. C'est exactement pareil dans les relations sentimentales pour moi. À une exception près, c'est la relation d'âme, c'est-à-dire la relation pure où, mais là il faut avoir la même croyance spirituelle que moi, à partir du moment où on rencontre l'autre partie de nous-mêmes dans une relation, où là on est en dehors de la relation d'intérêt, puisqu'on va plutôt au contraire vivre une relation qui nous fera travailler en miroir pour nous faire évoluer. Donc là, on n'est plus dans la relation d'intérêt personnel, mais on est plutôt dans la relation d'intérêt de l'âme. Mais ça, c'est une exception. On ne va pas parler de ce sujet-là aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que je développerai sûrement dans une prochaine vidéo. Donc on revient sur la relation à l'ego. Et donc le titre que je vais donner à cette vidéo, c'est « Doit-on prendre nos décisions par ego ou doit-on prendre des décisions par le cœur, donc par le chemin de l'âme ?» À partir du moment de ce présupposé que je viens de faire, où chaque relation est une relation d'intérêt, c'est important du coup de comprendre le rôle de l'ego. Il faut comprendre que l'ego, avant qu'il puisse véritablement se construire, c'est-à-dire dans les premières années de notre vie, à partir de 4 ans à peu près, c'est ce que la littérature peut donner, mais ça peut pour moi se construire un petit peu avant ou un petit peu après, suivant dans quel environnement on va évoluer, on va grandir, mais peu importe. En tout cas, avant que l'ego puisse se construire, on peut considérer qu'on a un ego, mais donc qui est éteint, qui est sain. C'est-à-dire que c'est un ego qui ne fait pas encore cas de problématiques de comportementales, de positionnement, etc. C'est-à-dire qu'à de notre naissance jusqu'à la mise en place, la création de cet ego sain, finalement, nous permettrait un peu d'être dans une image qu'on peut avoir avec les animaux, c'est-à-dire par exemple le chat. Pour moi, le chat
fonctionne avec cet ego sain dans le sens où il fonctionne de façon primitive, avec quelque chose qui est très instinctif. Il n'y a pas du coup de manipulation intérieure à lui-même. Il a un chemin, il ressent des choses et il va faire avec ses ressentis. S'il a envie de venir chercher des caresses, il viendra chercher des caresses. S'il n'en a pas envie, il ne viendra pas. S'il a envie de chasser, il va chasser. S'il n'a pas envie de chasser, il n'ira pas chasser, etc., etc. Et du coup, ça lui permet d'avoir une relation avec autrui qui est complètement juste. Parce que du coup, il ne vient pas chercher par intérêt quoi que ce soit. Quand il n'a pas besoin de caresses, il ne va pas venir les chercher. Il sait que pour autant, au moment où il en aura envie, il aura en face de lui un humain qui viendra lui donner cet amour parce que justement, l'humain aura la problématique d'un ego peut-être blessé. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet ego, c'est un espace en nous qui, à l'origine, est simplement là pour nous alerter, donc c'est-à-dire juste nous dire c'est bon ou c'est pas bon. Mais comme sur l'ego se construit des blessures émotionnelles, se construit des traumas, des traumatismes, etc., on va du coup passer d'un ego sain à un ego blessé. Un ego blessé qu'on va pouvoir du coup transformer en ego surdimensionné, en ego donc d'auto-sabotage, d'autodestruction, etc. Et du coup, ça veut dire qu'on passe de cette relation saine à nous-mêmes à une relation qui ne devient plus saine. Et c'est à partir de là que du coup, on va tomber dans toute une série de schémas qu'on va appeler du coup les archétypes que Gustav Jung a mis en avant, c'est-à-dire des personnages que l'on va incarner pour répondre du coup à cet ego blessé. C'est-à-dire des positionnements dans la vie qu'on va avoir le sentiment de devoir incarner pour du coup se rassurer, pour avoir ce sentiment de se protéger. Donc concrètement, ça veut dire que quand je suis dans une relation d'amitié, par exemple, avec quelqu'un, si on est OK avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on est dans une relation d'intérêt, je choisis quelqu'un non pas de façon instinctive, mais du coup, je le choisis parce que j'ai intérêt à le choisir. Pour une multitude de raisons, soit parce que cette personne va pouvoir m'apporter quelque chose de façon positive, c'est-à-dire que je ressens instinctivement que cette personne va pouvoir m'élever. C'est assez rare quand même, tant qu'on est dans un ego blessé, pour moi. Soit c'est parce que cette personne va nous permettre de nourrir du coup notre ego blessé, c'est-à-dire va nourrir notre auto-sabotage, va nourrir du coup cette surprotection. Donc c'est-à-dire que je vais choisir des personnes qui vont donner un sentiment à notre ego blessé de nous valoriser, de nous donner raison par rapport au personnage qu'on a choisi d'incarner. Et donc là, on est bien dans un profil du coup d'auto-sabotage. C'est-à-dire que je vais aller choisir quelqu'un qui me tire vers le bas, mais ça ne m'intéresse pas de le voir, donc je ne vais pas regarder cet espace-là. Je vais simplement regarder le fait que cette personne, elle me dise oui à mon auto-sabotage. Elle confirme que mes choix sont bons. Pourquoi elle va confirmer ça? Parce qu'elle est elle-même du coup dans une relation d'intérêt et que en me confirmant que mes choix sont bons, ça lui permet du coup d'obtenir de moi ce qu'elle a besoin elle aussi, donc de pouvoir nourrir. Donc en règle générale, quand j'ai besoin de me nourrir de quelqu'un qui va valoriser mon auto-sabotage, c'est parce que j'ai en face de moi du coup un manipulateur ou j'ai en face de moi un pervers ou quoi que ce soit. Mais du coup, chacun nourrit ce que l'ego blessé a besoin de nourrir. On est dans une relation d'intérêt complètement assumée. Je viens chercher l'autodestruction d'un côté, je viens chercher du coup la manipulation ou la perversion, et donc du coup, on va se nourrir comme ça l'un avec l'autre. À l'inverse, le choix du cœur, donc le choix de l'âme, qui pourrait du coup aussi se traduire par le conscient et l'inconscient. C'est-à-dire que d'un côté, on a une partie de nous, donc le conscient, qui nous ramène du coup au mental, donc qui nous ramène automatiquement du coup à cet ego blessé.
Et de l'autre côté, on a l'inconscient qui nous ramène, lui, à l'âme. Donc à la partie la plus haute de notre personne. Donc à la partie la plus juste. Et donc ça veut dire que cette dualité entre le conscient et l'inconscient, c'est cette dualité entre l'ego blessé et donc l'âme, le cœur. Ça veut dire concrètement que quand je suis dans une dualité par rapport à une relation ou par rapport à des situations, obligatoirement, je reviens à ce que Spinoza a mis en avant avec le déterminisme et d'autres philosophes, psychologues, psychiatres, etc., on en parlait aussi, qui est cette dualité d'être en permanence, du coup, dans un choix. Je dois en permanence mener un choix. Et ce choix que je vais devoir mener, il me ramène à quelque chose qui est pour moi essentiel. C'est soit je donne le pouvoir à mon ego blessé qui va me donner ce sentiment que tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est une fatalité. C'est-à-dire, je n'ai pas le choix. C'est comme ça m'arrive parce que ça doit arriver. Et donc, du coup, ok, on va chercher des excuses. C'est par exemple tous ceux qui vont choisir, selon moi, ce processus de se dire, c'est mes guides qui ont décidé, c'est la vie qui a décidé pour moi, c'est l'univers, c'est parce que j'ai pas de chance, c'est simplement parce que je suis né dans cette configuration et donc je dois subir en fait les décisions qui s'imposent à moi. Mes fréquentations, elles arrivent comme ça parce que j'ai pas à choisir, en fait, ça se fait naturellement. Et puis il y a le choix du coup de l'âme, le choix donc de l'inconscient, où là on est dans une autre posture que la fatalité, c'est-à-dire qu'on a compris qu'on est créateur. Mais quand on dit qu'on est créateur, ça, il faut bien comprendre ce que l'on dit. Ça veut dire concrètement que oui, par moment dans notre vie, il y a des choses qui s'imposent à nous sans qu'on ait rien fait et rien décidé. Mais quand on creuse un petit peu du coup la situation, quand on essaie de bien comprendre, par exemple, nos interactions, nos relations, on va vite s'apercevoir que cette relation est arrivée dans ma vie, non pas au hasard, mais elle est arrivée en fonction de mon positionnement bien en amont. Quand j'analyse une situation, par exemple, je ne comprends pas pourquoi en ce moment je dois vivre la pauvreté. Si je remonte un peu le fil de ma vie, je vais m'apercevoir qu'en effet, j'ai bien été créateur à un moment donné de cette situation. C'est-à-dire que j'ai, par la voie de mon inconscient, envoyé ce message à mon âme que je voulais en effet expérimenter la pauvreté. Pourquoi ? Parce que quelques mois avant, quelques années auparavant, j'ai eu de l'argent, j'ai rejeté l'argent, j'avais donc un malaise avec l'argent, donc j'ai eu ce besoin donc d'aller expérimenter l'autre côté de la relation à l'argent. Et c'est comme ça que, par moment, souvent même, on va traverser des cycles dans notre vie où il y a cette dualité qui s'installe. J'envoie des appels à mon inconscient, il m'envoie la situation que j'ai demandée, mais je la comprends pas. Donc comme je la comprends pas, l'ego blessé va prendre le pouvoir. Et donc si l'ego blessé prend le pouvoir, ça veut dire concrètement que je vais croire que c'est la fatalité. Donc je vais me dire, tiens, encore une fois, j'ai pas de chance, j'ai telle relation dans ma vie qui se passe pas bien, ça se passe pas bien avec la personne que j'identifiais comme une amie, je comprends pas que ça se passe pas bien avec mon travail, parce qu'encore une fois, c'est la fatalité, j'ai pas de chance, les gens sont pas cool, mais je tombe pas sur les bons patrons, je tombe pas sur les bons clients, etc. C'est pareil pour mes relations sentimentales, je comprends pas, encore une fois, je tombe sur la mauvaise personne qui me fait du mal, qui me fait souffrir, qui me trompe, etc. Alors qu'en réalité, toutes ces situations que j'imagine être des fatalités, c'est simplement des situations que je ne suis pas en capacité encore d'interpréter. Et donc, je n'arrive pas encore à comprendre que tout ce qui m'arrive dans cette période de ma vie n'est que le fruit de ce que j'ai auto-créé en amont, donc dans les mois ou dans les années précédentes.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que cette dualité entre l'ego et l'âme, c'est un rapport entre ma vision du monde que je vais avoir. Est-ce que je suis prêt à accepter que je suis créateur, mais je suis créateur de tout. Je suis créateur de ce qui est positif et je suis aussi créateur de ce qui me fait souffrir. Je suis créateur de ce qui m'élève, mais je suis aussi créateur de ce qui me tire par le bas. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que je ne suis pas en capacité de regarder mon propre chemin en face et que j'ai besoin de me retourner vers l'extérieur, j'ai besoin donc de mettre en avant telle ou telle personne, j'ai besoin de juger telle ou telle personne, j'ai besoin de critiquer telle ou telle personne plutôt que de regarder mon chemin, je suis du coup dans un processus où je donne le pouvoir à mon ego blessé. Le jour où je suis arrivé au stade où mon ego est redevenu sain, c'est le jour où j'ai compris que mes choix doivent être des choix de cœur, doivent être des choix d'âme. C'est-à-dire concrètement que je n'ai plus besoin de me trouver des excuses, je n'ai plus besoin de croire que la vie est une fatalité, et qu'au contraire, je dois être en capacité, non pas de tout le temps vivre quelque chose de serein et donc d'épanouissant, parce que ça demande du temps avant d'arriver à ce stade-là, mais par contre d'accepter que la période que je vis qui est difficile, donc qui me fait transcender des souffrances, est une période que j'ai demandé à vivre à travers mes positionnements du passé, à travers mes décisions du passé, parce que j'ai envie de libérer donc cette interrogation qu'il peut y avoir en moi, cette dualité qu'il peut y avoir en moi, que je n'arrive pas pour l'instant à me libérer. Et donc petit à petit, quand j'accepte ce schéma-là, je me rapproche du coup d'une forme de sagesse, d'humilité qui vont me permettre donc de faire des choix de cœur, donc des choix d'âme. Je vais vous donner plusieurs exemples. Dans une relation sentimentale, par exemple, à partir du moment où j'accepte une relation, alors que je sais qu'elle ne m'élève pas, je sais que en acceptant la relation, je vais accepter du coup toute une forme de compromis. Des compromis qui du coup n'ont aucune autre vocation que du coup de me renfermer et donc de me renvoyer à ce qui me limite. Alors je suis donc du coup encore dans une relation à l'ego blessé. Ça veut dire que ma peur de ne pas être avec la personne, ma peur de ne pas vivre cette relation, m'impose du coup d'accepter ce qui ne peut pas être juste pour moi, ce qui m'empêche du coup de m'élever. Concrètement, ça veut dire que cette personne avec laquelle j'ai envie d'être en relation, on ne regarde pas dans la même direction au moment où je veux vivre cette relation, mais malgré le fait qu'on ne regarde pas dans la même direction, j'ai envie quand même d'être avec elle. Donc là, je suis vraiment dans une relation à l'ego blessé. À l'inverse, j'ai reconnu l'amour que j'ai pour une personne. C'est-à-dire, c'est évident, j'aime cette personne, j'ai toutes les preuves que je suis vraiment amoureux de cette personne, mais je veux protéger cet amour. C'est-à-dire que je refuse de vivre une relation avec elle parce que je m'aperçois qu'à ce moment précis, elle regarde dans une direction qui la tire vers le bas et moi, je ne veux pas, du coup, m'associer à cette dynamique-là parce que j'ai bien compris le mécanisme donc quantique que je vis avec toutes mes interactions. Ça veut dire que si je vois en la personne que j'aime quelqu'un qui veut se tirer vers le bas à travers ses relations, ça veut dire que moi-même, à cet instant-là, je regarde aussi dans une direction où je ne suis pas encore complètement épanoui. Je ne suis pas complètement OK avec moi-même. Donc, quel intérêt nous aurions à s'imposer une relation qui va du coup nous tirer vers le bas? Donc, je dis non. Je dis, je reconnais l'amour que je te porte. Il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai pas de doute sur l'amour que je te porte. Mais à ce moment-là, les relations vers lesquelles tu es tourné, je ne veux pas les vivre.
et en même temps, je comprends le message donc quantique que je reçois, c'est-à-dire que j'ai à comprendre que moi aussi, dans ma propre vie, il y a quelque chose que j'ai pas encore libéré, qui t'empêcherait, toi, de pouvoir donc profiter de notre relation pour être tiré vers le haut. Et c'est aussi simple que ça, finalement, ce que l'on a à vivre. C'est-à-dire avoir à la fois l'humilité et la sagesse de comprendre ce que l'interaction que je veux vivre doit m'apporter ou au contraire doit m'enlever dans mon processus donc d'élévation. Donc si je fais la même analyse, par exemple sur ma vie professionnelle, j'accepte du coup mon raisonnement que je suis créateur. Donc en ce moment, rien ne fonctionne dans ma vie. Donc ça veut dire, qu'est-ce que j'ai fait dans les mois ou dans les années précédentes qui peuvent générer que tout soit bloqué dans ma vie. J'ai beau tout tenter, envoyer des CV, tenter dans mon entreprise personnelle de mettre en place des événements, de faire de la pub, etc. Et pour autant, rien ne fonctionne. Ok, donc qu'est-ce que je peux comprendre? Plutôt que de nourrir du coup cet ego blessé et de me dire j'ai pas de chance, l'univers, mes guides me bloquent tout parce que je dois souffrir. Ça, c'est la voie, donc du coup, la plus basse de notre identité. Maintenant, je veux choisir la voie la plus élevée, la voie de l'âme. Et donc, je veux comprendre ce qui se joue à cet instant. Donc, je vais prendre de la hauteur, je vais analyser ce qui est en train de se produire, je vais simplement essayer de comprendre dans les situations que je suis en train donc de vivre, qu'est-ce que je peux comprendre comme enseignement qui va me permettre du coup de libérer cette période et que tout reprenne donc son élan parce que je vais créer du coup cette nouvelle dynamique. Mais tant que je n'aurai pas compris et tant que je n'aurai pas libéré ce que j'ai besoin de libérer, automatiquement, cette partie supérieure donc de moi, qui est mon âme, ne pourra pas me libérer ce cycle-là. Parce que sinon, je repartirai du coup dans une forme d'auto-sabotage, donc de destruction de ce que je suis censé donc mettre en place pour créer. Et du coup, cet exemple, vous pouvez le faire avec tout ce que vous vivez dans votre existence. Je vous donne un autre exemple. Il y a 10 jours, une semaine à peu près, donc je suis parti faire une retraite sur les constellations familiales. On passe la première journée, et puis il y avait quelqu'un qui d'ailleurs avait le même prénom que moi dans cette retraite, et qui était l'opposé de moi. C'est-à-dire, moi je suis plutôt quelqu'un d'introverti, plutôt quelqu'un de posé quand je connais pas les gens, et lui, il était tout le temps en train de surjouer tout ce qu'il faisait dans sa présence. Et puis à un moment donné, on était en pause ou à table, je sais plus trop quoi, mais je prends la parole et je lui parle et je lui dis, mais j'ai l'impression dans les constellations, parce qu'on en avait déjà fait 4, je lui dis, j'ai l'impression que tu surjoues dans les constellations et que du coup, ça a un côté qui n'est pas positif, parce que du coup, les personnes que tu es censé aider, qui sont donc constellées, ben du coup, ils reçoivent pas les messages correctement parce que tu surjoues. Et je lui dis, mais attention, je suis pas en train de te juger, je te donne juste un point de vue de ce que j'ai ressenti. La discussion se passe bien, je sens que je l'ai un peu piqué, mais pour autant, il n'y a pas d'affrontement, etc. Automatiquement, en conséquence, il me dit, mais toi, à l'inverse, tu gardes trop pour toi. Tu dis pas, tu mets pas d'émotion. Je lui dis, bah oui, je mets pas d'émotion parce qu'en effet, je considère que quand tu es dans la constellation, tu es là pour transmettre des émotions et tu n'es pas là pour surjouer. Mais j'essaie quand même d'être dans un processus où je mets de la sagesse et de l'humilité dans mon parcours. Et donc, on finit la discussion et je m'interroge quand même. Je me dis, quelle est la part qui peut être juste parce que j'ai compris ce jeu du miroir. Et donc, à partir du moment où j'ai besoin de lui dire ça, c'est que j'ai besoin aussi de me dire à moi quelque chose. Et très vite, je comprends que dans ma propre constellation,
comme dans la constellation d'une autre personne, j'ai retenu quelque chose que j'ai pas osé dire. Parce que j'avais l'impression que c'était mon ego qui le demandait. On finit du coup les constellations et avant de partir, le co-organisateur me dit Laurent, attends, je veux te voir tout, j'ai vraiment envie de te dire au revoir. Bon, apparemment je l'avais marqué beaucoup plus. Et donc on passe un moment à discuter et tout ça, et en effet avec beaucoup d'affection. Et je lui parle du coup de cette situation. Et il me dit, t'as raison, en effet, Laurent surjoue beaucoup, etc. Bon, je rentre pas dedans, j'avais envie de lui demander mais pourquoi tu lui as jamais dit, mais peu importe. Donc du coup, j'ai pas là-dedans. Mais à un moment, je lui dis, voilà, j'ai compris quand même que quand je lui ai dit ça, moi, je me suis aussi parlé à moi-même parce que j'ai retenu 2 fois la même chose dans ma constellation et dans une autre. Et je lui dis donc, du coup, je me suis dit à moi, à l'inverse, que j'ai pas été juste. J'ai pas été juste envers les personnes que je représentais, et j'ai pas été juste envers moi-même, parce que dans ma propre constellation, j'ai retenu quelque chose. Et il me dit, ouais, c'est bravo, parce que tu as une forme de sagesse, donc je le remercie pour ça. Mais tu as compris, en fait, ce qui s'est passé, et donc c'est génial. Donc, et je crois que c'est ça qui est important, c'est-à-dire que quand on dit quelque chose à quelqu'un, quand on fait quelque chose envers quelqu'un, on ne fait que transmettre en quelque sorte une partie de nous-mêmes qu'on a besoin d'identifier. Et donc quand on a cette sagesse, à un moment donné, ça devient beaucoup plus facile du coup de se libérer, c'est beaucoup plus facile de se positionner dans la vie, et donc c'est facile de prendre des décisions, de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une relation amoureuse par exemple, de se dire ok, je t'aime, mais c'est pas le moment. Je ne veux pas en fait m'engager dans cette relation parce que je sais que je vais souffrir, je sais que tu vas souffrir, parce qu'on ne regarde pas dans la même direction, et donc cette relation d'amour ne pourrait pas être épanouissante, parce qu'aucune relation, que ce soit amoureuse, que ce soit professionnelle, que ce soit en amitié, que ce soit dans une relation avec son enfant, etc., si on ne peut pas regarder dans la même direction, on est obligé du coup de s'entrechoquer. Alors vous me direz, et je vous dirai automatiquement, vous avez raison, pour progresser, il faut faire des erreurs. Pour progresser, il faut expérimenter pour tirer des leçons. On est d'accord là-dessus. Mais en même temps, quand on a un chemin déjà, quand on a déjà commencé à bien expérimenter, à un moment donné, ce processus-là, il faut aussi le faire grandir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire j'ai besoin de faire des erreurs pour progresser en permanence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le déclic qui va nous permettre de vraiment franchir un cap, c'est le moment où on a compris qu'on a déjà beaucoup expérimenté, qu'on a déjà fait beaucoup d'erreurs, donc qu'on a déjà beaucoup tiré de leçons normalement, et du coup, c'est ces leçons-là qui doivent nous permettre de ne pas continuer à avoir besoin d'expérimenter pour faire des erreurs. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment dans notre existence, on a suffisamment expérimenté, on a suffisamment donc eu des possibilités de se dire j'ai fait des erreurs ou au contraire j'ai réussi. Donc j'ai beaucoup de leçons emmagasinées en moi et maintenant je dois être capable de me positionner. C'est ce qu'on va appeler du coup pour moi une phase du coup où on va se rapprocher de la sagesse. Donc on va mettre de l'humilité dans notre vie, on va comprendre que par exemple, on n'a pas besoin de plaire à tout le monde, on n'a pas besoin d'être aimé de tout le monde. On a au contraire besoin donc de reconnaître l'amour quand quelqu'un nous l'offre. C'est-à-dire que souvent dans notre existence, on reçoit de l'amour, mais on le voit même plus parce qu'on a besoin d'avoir de l'amour de tout le monde. Donc du coup, on est dans des processus d'auto-sabotage parce que comme là, je reçois de l'amour de quelqu'un, mais en fait, ça me suffit pas, j'ai besoin de tous. Donc je vais chercher à plaire les autres et je vais du coup blesser la personne qui me donne son amour. Et donc, cette phase de sagesse et d'humilité, c'est de se dire, ok, j'ai pas besoin de plaire à telle personne. En fait, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher dans cette relation? Rien. On ne regarde pas dans la même direction. On n'est pas destiné à partager une relation ensemble. Donc,
ben, je n'ai pas besoin de mettre mon énergie dans cette relation. Par contre, il y a une personne que j'aime et qui m'aime. Pourquoi je ne vais pas reconnaître cet amour? Pourquoi je ne suis pas capable du coup de me positionner pour dire oui, j'ai reconnu l'amour que l'on se porte? Et pour autant, la forme de sagesse que je peux avoir, c'est de dire, mais pour l'instant, ce que je constate, c'est qu'on ne regarde toujours pas dans la même direction. On n'est toujours pas en capacité de vivre la relation. Mais par contre, on peut faire vivre l'amour. C'est pas un problème. C'est exactement pareil dans une relation professionnelle. Je peux dire, je sais le chemin vers lequel je veux aller, mais je reconnais que ce n'est pas le moment donc d'aller vivre cette relation professionnelle. Parce que je ne suis pas prêt, parce que je n'ai pas suffisamment de connaissances, parce que je ne suis pas dans la période où mon âme me dit que je dois passer du temps dans ce processus professionnel. Je ressens intérieurement, par exemple, que mon âme me dit que tu es dans une période de ta vie où tu as besoin de profiter, tu as besoin d'expérimenter, de voyager, etc. Ok, eh bien laisse de côté cette étape-là, tu sais qu'elle t'est destinée, tu sais que tu vas la vivre, mais privilégie ce que ton âme est en train de te demander donc de vivre. Et donc une fois que j'ai compris tous ces schémas d'interaction, ça devient beaucoup plus facile. Ça devient plus facile de se positionner en amitié, en amour, etc. Quand j'ai compris, par exemple, que au niveau sentimental, toutes les relations ne sont pas du même niveau. C'est-à-dire que j'ai la relation ultime, c'est la relation d'âme, où je vais vivre l'amour absolu, mais ça n'empêche pas que je suis aussi destiné dans ma vie à vivre des relations qu'on va qualifier d'éphémères, parce qu'elles sont là pour me faire comprendre quelque chose dans mon parcours. C'est-à-dire que cette relation, si je la rejette, je rejette une partie de mon évolution qui me permettrait d'aller vers cette relation d'âme. Donc si j'accepte pas de vivre pleinement cette relation, même si elle doit être éphémère, alors je bloque mon processus. Si je refuse du coup de laisser de côté un temps cette relation professionnelle que je sais dont je suis destiné, parce que je veux à tout prix m'entêter, il faut que je gagne de l'argent maintenant, il faut que j'ai de la reconnaissance maintenant, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je bloque mon processus d'évolution. Je vais m'entêter dans une direction et je ne pourrai pas, du coup, continuer à essayer de grandir et d'évoluer. Donc, je ne me permettrai pas d'aller chercher cette partie de moi qui doit encore progresser et qui doit encore évoluer pour franchir un nouveau cycle d'évolution. Donc, si vous comprenez bien mon raisonnement et donc mon cheminement, ma réflexion, rien ne doit être forcé. On ne doit jamais forcer notre destin. On a en effet, pour moi, un destin qu'on va aller donc expérimenter, mais le chemin vers lequel on va y aller, il peut être plus ou moins tortueux en fonction du coup de notre positionnement, en fonction du coup de ce fameux déterminisme que Spinoza a mis en avant, de ce fameux libre arbitre. Quoi qu'il arrive, j'ai beau forcer, j'ai beau donc me cramponner, j'ai beau donner du pouvoir à mon ego blessé, je vais simplement faire des détours qui me feront souffrir, des détours qui me ralentiront, des détours qui m'obligeront à en effet tirer des leçons, mais qui ralentiront le processus. C'est uniquement ça qui va se passer. Mais au bout du compte, de toute façon, j'irai vers mon destin, puisqu'il est écrit. Après, ce qui est dommage, et croyez-moi, c'est ce que j'ai essayé de transmettre un peu à mon papa, c'est pourquoi se faire autant souffrir dans la vie, une fois qu'on a normalement suffisamment de bagages en soi, à travers toutes les leçons qu'on a tirées, pour justement arrêter de se faire souffrir, arrêter de s'auto-saboter. Malheureusement, pour certaines personnes, c'est plus compliqué que pour d'autres. Malheureusement, l'ego blessé est tellement fort
qu'on va maintenir ce processus d'auto-sabotage en maintenant des mauvaises relations, en maintenant des mauvais choix, en maintenant des mauvaises situations dans notre vie, parce qu'on n'arrive pas à lâcher, parce qu'on n'arrive pas à avoir cette forme de sagesse qui s'installe en nous, et surtout cette forme d'humilité, parce qu'aucune sagesse ne peut s'installer en nous tant qu'on n'a pas l'humilité de comprendre qu'on est créateur, tant qu'on n'a pas cette humilité de comprendre que tout ce qui nous arrive n'est que la conséquence donc des choix que l'on a fait précédemment. Et c'est ça en fait qu'il est important pour moi de comprendre. Accepter que nous sommes créateurs. Il n'y a pas de fatalité. C'est facile de condamner autrui, c'est facile de dire c'est la faute de l'autre, mais en réalité, l'autre n'est que l'interaction que j'ai besoin pour m'auto-saboter. Pas plus que ça. Il n'y a pas du coup de gentil et de méchant, il y a une relation donc en miroir d'auto-sabotage ou au contraire une relation en miroir d'élévation et donc qu'on pourrait appeler une relation d'alchimie. Une fois qu'on a compris ça, ça devient relativement simple. C'est un peu ce que je vous propose pour clore. Je vous fais un petit moment de pub. Donc, j'ai publié 2 événements. Le premier, donc, c'est le week-end, je crois, du 26-27, donc à Valence. On fera des constellations familiales et j'expliquerai un petit peu tout ce processus, en effet, pour comprendre ces liens inconscients qui nous limitent, qui nous bloquent. Et puis surtout, il y a un deuxième événement que j'ai vraiment envie de mettre en avant, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est des amis qui donc ont créé un lieu magnifique en plein milieu de la Dordogne, à Busserolles exactement. Et donc on organise, je leur ai offert ma présence pour organiser le premier événement dans leur domaine, où on va faire donc des constellations familiales, mais aussi j'expliquerai tout ce processus, notamment la vision qu'on doit avoir à l'amour, à la compassion, à la vertu. Et puis surtout, on va essayer pendant ces 2 jours et demi d'avoir un fonctionnement de vie qui soit en accord avec la nature, en accord avec la vie. Pas être du coup dans un processus d'auto-sabotage, pas être dans un processus d'autodestruction, mais au contraire d'avoir envie d'être créateur de ce qui peut nous permettre donc de s'élever, qui nous permet du coup d'aller chercher cette humilité et donc cette sagesse. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à commenter si vous en avez envie. Sinon, je vous dis peut-être à bientôt. Ciao.